Virginie Aguirre, spécialiste en hypnose régressive et consultante des archives akashiques. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous parler de la situation actuelle que nous sommes en train de vivre. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette situation, franchement, n'est pas facile à vivre, d'autant plus qu'on la comprend très peu. Tout paraît peu clair, même illogique, ce qui peut être assez déstabilisant, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. On est dans une période où s'accélère ou même se superpose un certain nombre de crises. Crise écologique, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise existentielle et j'en passe. Sauf que quand on vit de façon accélérée dans le tourment de ces crises, eh bien, il est bien difficile de traverser ces événements dans une forme de paix relative. Parce que les événements sont ce qu'ils sont, par contre, intérieurement, comment nous on vit ça? Eh bien, c'est en allant poser la question aux archives que j'ai souhaité vous apporter quelques éléments de compréhension pour vous permettre, en comprenant, de vivre plus paisiblement les événements qui vont se dérouler, qui se déroulent et qui vont continuer à se dérouler. Non pas que ça va supprimer les événements qui se déroulent, mais si déjà ça peut vous permettre de les traverser de plus en plus paisiblement, en prenant un certain recul vis-à-vis de ces événements, eh bien, c'est ce que je souhaite. Donc, comment ça va se passer? Je vais d'abord vous faire la lecture que j'ai faite dans les archives. J'ai posé la question suivante aux archives: qu'avons-nous à savoir de la période actuelle que nous sommes en train de vivre? Les archives ont répondu de manière générale qu'il s'agit d'une période de grand changement. Et ils ont rajouté que cette période de grand changement était d'une grande beauté. Je suis d'accord, il est difficile à ce stade de voir la beauté de ce changement, mais en tout cas, ils insistent à ce sujet. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans une deuxième partie de vidéo? Je vais vous apporter des éléments de compréhension plus détaillés de ce qui nous sera dit dans cette lecture. De quoi on va parler dans cette lecture et dans cette analyse que j'en ferai après? Eh bien, on va parler de ce qu'est ce grand changement, les sources et les conséquences. On va aborder les conseils que les guides des archives nous donnent pour aborder cette période difficile. Et on va questionner comment mettre en œuvre le plus précisément, le plus facilement les conseils qu'ils nous donnent, de manière à nous permettre non pas de changer ce qui est, ou peut-être tout au moins d'y contribuer à notre façon, mais au moins de mieux comprendre la période qui est, de façon à mieux la traverser. Pour la traverser, non pas en étant dans les tourments là, de cette période et donc au milieu du cyclone, mais pour voir les choses d'un point de vue extérieur, donc ne plus vivre aussi brutalement les événements qui se déroulent. Il est important de vous dire aussi quels sont les points de vue qui sont les miens. Je vous dis que je reçois l'information des archives akashiques. Donc je vous rappelle ce que sont les archives akashiques. C'est toute l'information qui est enregistrée dans l'énergie universelle. Je me connecte à cette énergie et je reçois, moi, des entités qui sont là-haut. On appelle ça des êtres de lumière, on les appelle des guides, des maîtres, des enseignants, ou peut-être même que des énergies. On y met les mots que l'on veut. Simplement, ce qui est important pour vous de savoir à ce sujet, c'est que l'information qu'ils me transmettent, elle est pure. Elle vient du plan d'énergie supérieure. Comment moi je la reçois? Eh bien, je la reçois par rapport à qui je suis. Eh bien, ça veut dire qu'il est vachement important, qu'il est très important que vous conserviez votre libre arbitre. Ne prenez pas tout ce que je vais vous dire au pied de la lettre. Ne prenez pas tout ce que je vais vous dire comme une vérité universelle. Gardez que ce qui sonne, qui résonne juste intérieurement là dans votre cœur. Et faites de ce que vous recevez comme information, que ce soit moi ou n'importe quel autre médium ou canal ou n'importe quelle autre source d'information, qu'elle soit matérielle ou subtile, faites-en votre propre vérité. Donc je vous disais que cette lecture, elle parlait du grand changement et de la beauté de ce grand changement. Donc, de quoi il s'agit? C'est ce qu'on va aller voir dans cette première partie de lecture et ensuite on analysera ça plus profondément. Qu'avons-nous à savoir sur la période actuelle que nous vivons? Il arrive un temps pour tout. Celui que vous êtes en train de vivre actuellement est celui du grand changement. Il est important de comprendre qu'il n'existe pas de planète sur laquelle le temps est immuable. Tout n'est que perpétuel changement, et c'est très bien ainsi. Il est certes parfois bien difficile d'entrevoir le plan général qui se présente à vous aujourd'hui, mais lorsqu'on y parvient alors, que le chemin nous paraît beau. C'est à cela que nous souhaitons vous permettre d'accéder maintenant, à une plus grande compréhension de la beauté de tout ce qui est, même lorsque ce qui est vous paraît difficile à accepter. Nous vous invitons donc à élever votre conscience en regardant les événements de votre vie d'un point de vue plus élevé.
Qui regarde le bout de son nez ne verra pas grand-chose si ce n'est que le bout de son nez. L'humanité tend à une plus grande compréhension du monde dans lequel elle a souhaité évoluer. Toute incarnation est un choix, rappelons-le. Il va donc de soi d'accepter dans un premier temps de s'être incarné ici-bas et pour y vivre les événements qui s'y déroulent. L'incarnation en cette période particulière de grands changements est votre choix. Souvenez-vous-en. Cela vous amènera à prendre garde à vos états d'âme fluctuants quand tout ne va pas comme vous l'auriez souhaité. C'est une première étape, l'acceptation de ce qui est. Certes, les changements qui s'opèrent actuellement bouleversent vos certitudes, et des certitudes, Dieu sait combien vous en avez et à quel point vous y tenez. Le changement qui s'opère n'a donc pour autre but que d'ouvrir vos consciences à une vision plus large de ce qu'est la réalité de votre monde. Non pas qu'il s'agisse pour vous d'accéder au grand tout immédiatement, mais au moins de vous permettre d'accéder à plus que ce à quoi vous croyez actuellement. Sortir de ces certitudes n'est cependant chose aisée pour personne, ou pas grand monde. C'est pourquoi certains, beaucoup résistent à ce changement, et c'est cette opposition, nous pourrions aussi parler de forces opposées, qui génèrent les conflits sur votre planète. Les conflits sont donc d'abord ceux de votre être intérieur. Ils se refusent de changer de mode de vie et donc ils manifestent l'opposition, la contrariété face à ce qui se propose pourtant et indéniablement à l'humanité. Nager à contre-courant n'a rien de facile et crée des remous agréables pour personne. Et pourtant, tôt ou tard, vous finirez par être emporté par la force du courant. Donc pourquoi résister? Au lieu de cela, accompagnez ou tout au moins acceptez de vous laisser porter par ce courant. La vie sera ainsi bien plus douce à vivre. Au fond, nous le savons. Votre planète vivra comme l'ont fait beaucoup d'autres planètes avant vous, son chemin intérieur vers une plus grande connexion avec les êtres qui la peuplent. Actuellement, beaucoup d'entre vous sont encore bien déconnectés de la réalité de ce qu'est votre planète. Bien inconscients, tels des enfants, la vie s'offre à vous pour que vous puissiez la reconnaître telle qu'elle est, bien plus grande, plus vivante, plus belle qu'elle ne vous paraît. Elle a tant à vous offrir que vous n'imaginez encore pas. Ce seront là des cadeaux qu'elle vous fera le moment voulu. Nous vous exhortons donc à la sagesse, celle qui pousse à croire en sa bonne étoile, en sa bonne fée, celle qui pousse les enfants à dépasser toujours leurs limites pour grandir encore plus en adéquation avec ce qui se pose sur leur chemin. Bien à vous, belles âmes. Voilà les amis pour cette lecture d'archives que j'ai enregistrée il y a quelques jours et que je vous ai présentée plus comme une introduction à ce qui va être dit là maintenant. Maintenant, on va aller plus en détail pour vraiment comprendre ce qu'est cette période de grands changements, pour qu'elle vous paraisse beaucoup plus concrète cette période et que vous puissiez ainsi la vivre, la traverser avec plus de paix intérieure. Donc les archives nous parlent de quoi? De cette période de grands changements et nous disent-ils de la beauté de celle-ci. Donc effectivement, quand on regarde dans notre vie quotidienne, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, c'est bien difficile de se rendre compte à quel point cette période est belle. Effectivement, on est en train de traverser pas mal de difficultés et toutes ces difficultés sont en train de se superposer et c'est assez déstabilisant pour tous. C'est déstabilisant parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre autant d'événements déstructurants de la sorte, ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une certaine forme d'angoisse, de peur même, et d'autant plus qu'on ne sait pas, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas vers quoi on tend. Jusque-là, on avait quand même une vision à moyen terme de ce que pouvait être notre avenir. Aujourd'hui, tout s'écroule comme un château de cartes, ce qui fait qu'on n'arrive même pas à savoir de quoi demain sera fait. Simplement, les archives nous disent quoi? Ils nous disent, ça, ce sont les apparences. En apparence, la période que nous sommes en train de vivre est difficile. Même si, du point de vue matériel, on est d'accord, elle est difficile. Mais d'un point de vue supérieur, ils nous disent que elle est bien plus belle que ce qu'elle n'y paraît. Pour voir la beauté de ce qui est, les archives nous invitent à comprendre ce qu'il y a au-delà des apparences.
Pour cela, il nous invite à prendre du recul vis-à-vis des événements de la vie quotidienne et même à prendre de la hauteur vis-à-vis de ces événements, à les regarder de plus haut et non plus simplement au niveau de la vie matérielle, de la vie terrestre. Il nous explique que si on parvient à comprendre ce que la vie est véritablement au lieu de ce qu'elle paraît être, et bien là, les choses vont commencer à changer pour soi. Elles vont commencer à changer déjà intérieurement. Les pensées, les émotions vont commencer à s'apaiser. Elles vont s'apaiser parce qu'au lieu d'être en plein à l'intérieur de la tourmente des événements quotidiens, eh bien, en prenant du recul, on va être en capacité d'être à côté des événements. Être à côté, c'est bien plus facile à vivre que d'être à l'intérieur, on est d'accord. Lorsqu'on est capable de regarder les choses de l'extérieur, eh bien, petit à petit, on va retrouver son indépendance. On va retrouver son libre arbitre de faire de sa vie ce que l'on veut et non plus de subir ce que les événements extérieurs nous font subir. Ainsi, comme ça que les choses ont commencé à pouvoir changer, mais cette fois-ci de l'extérieur. Si on change à l'intérieur, on va pouvoir changer les choses à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir organiser plus facilement sa vie telle qu'on le souhaite vraiment. Non seulement l'organiser tel qu'on le souhaite vraiment pour soi, mais également dans le respect de tout ce qui est autour de nous. La difficulté, c'est que la majorité des personnes actuellement incarnées sur Terre se cramponnent aux apparences. Du coup, ils ont une vision qui est limitée, voire erronée de ce qui se passe actuellement et plus largement de ce qu'est la vie. La vie avec un grand V, notamment la vie du point de vue matériel, mais également la vie du point de vue spirituel. C'est pour vous aider à mieux comprendre qu'avec les archives, on va vous donner des explications. On n'entend ni les archives ni moi être exhaustifs dans ces explications. Simplement, ce qu'on souhaite, c'est vous donner une vision du plan global, de ce qui se passe. En ayant une vision globale et en vous donnant des éléments fondamentaux, en vous clarifiant des éléments fondamentaux, vous allez de plus en plus pouvoir comprendre ce qui va vous emmener vers un chemin de progression. Ce que nous rappellent donc en premier lieu les archives, c'est quoi le changement? Les archives débutent la lecture en rappelant ce principe fondamental de l'univers, que rien n'est immuable, que tout est en perpétuel changement et que c'est très bien ainsi. Le changement est donc dans l'ordre des choses. Tout ce que nous vivons a une raison d'être. Tout ce que nous vivons a un objectif. Quel est cet objectif? L'objectif le plus élevé pour une conscience, c'est de grandir, d'évoluer intérieurement pour se rapprocher de plus en plus de la perfection. Cette perfection, c'est quoi? C'est retrouver le souvenir plein et entier de qui l'on est vraiment. Et c'est cette retrouvaille qui va nous permettre de nous connecter à tout ce qui est pour vivre dans un état d'amour inconditionnel. Mais cette progression vers cette plénitude la plus totale ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se fait petit à petit, d'étape en étape. Petit à petit, à l'intérieur même d'une incarnation, c'est-à-dire de la naissance au vieillard que l'on deviendra et jusqu'à la mort du corps physique. Mais ça se fait petit à petit aussi d'incarnation en incarnation, d'une vie à l'autre, que ce soit ici sur Terre ou dans d'autres plans, d'autres dimensions. Et c'est petit à petit qu'on va s'améliorer, qu'on va se départir de ses défauts, qu'on va comprendre son lien avec tout ce qui nous entoure. Non seulement les autres êtres vivants, mais également la Terre, mais aussi le monde subtil et à plus grande échelle le divin lui-même. Et c'est cette conscience que tout en réalité est lié, qui va nous permettre d'instaurer de plus en plus dans nos modes de vie une vie plus juste, plus équilibrée, plus paisible, plus équitable, plus fraternelle, donc une vie meilleure. Qui est concerné par tout cela? Eh bien, bien évidemment, tous les êtres vivants sur la Terre, végétaux, animaux, humains. Les archives nous rappellent concernant les humains qu'il était important pour nous aujourd'hui de se rappeler, de se souvenir que nous avons fait le choix de nous incarner en ce lieu et en ce temps. Alors le choix de s'incarner, c'est quoi?
Là-haut, dans le monde spirituel, on choisit non seulement la planète dans laquelle on va s'incarner, le pays dans lequel on s'incarne, la culture, la famille, le corps, et on prévoit également tous les événements importants de cette vie-là, avec qui on va être en relation dans cette vie-là, qui vont être nos époux, qui vont être nos enfants, qui vont être nos amis, quels sont les emplois qu'on va exercer, quelles sont les grandes maladies que l'on va avoir, quels sont les accidents que l'on va avoir. Tous ces grands événements de notre vie ont été planifiés avant même de nous incarner ici. Simplement, ce qu'il est important pour les archives de rappeler quand ils nous disent que c'est un choix d'incarnation en cette planète-là et en ce temps-là, c'est de se souvenir que lorsqu'on s'incarne sur une planète qui est comme la Terre, c'est qu'on sait à l'avance que ces conditions de vie ne sont pas faciles. C'est parce que la planète Terre est une grande école. Une grande école dans laquelle on apprend vite à évoluer, à s'améliorer, à se perfectionner. Et plus c'est difficile, plus on va chercher à l'intérieur de soi pour se dépasser, plus on va parvenir à évoluer rapidement. C'est pour ça qu'ils nous disent, lorsque dans notre vie quotidienne, on ne va pas très bien, c'est important de se rappeler de ça, que c'est nous qui avons choisi de venir, et c'est nous qui avons choisi de venir en ces temps particulièrement difficiles, parce qu'on a souhaité vraiment évoluer plus vite que dans notre planète et plus vite que dans d'autres conditions. Si on parvient à mûrir ça à l'intérieur de soi, eh bien en soi c'est apaisant, parce que ça nous permet de déjà relativiser. Qui sont les autres êtres qui sont concernés par cette évolution? Eh bien il y a la Terre. La Terre elle-même. Dans une précédente archive, on nous disait que non seulement la Terre est un être vivant, bon, c'est une évidence, mais en plus, on nous rappelait que la Terre avait une conscience individuelle qui lui est propre. Tout comme nous les humains avons une conscience qui nous permet de faire des choix, la planète Terre a elle-même une conscience individuelle. Ce qui veut dire que la planète Terre elle-même évolue intérieurement, évolue dans sa capacité à s'unir à tout ce qui est. Donc à s'unir au grand tout, l'extérieur, l'univers, etc. Mais également à s'unir avec les êtres qui la peuplent. Donc au vu de cet objectif commun de tendre vers la perfection, quel est le constat actuel qui est fait? Eh bien, force est de constater que la vie telle qu'on l'a structurée là sur la planète Terre est loin d'être dans le respect de tout ce qui est, et loin d'être dans l'amour inconditionnel. Donc, la période actuelle de grands changements. C'est quoi ce grand changement? Eh bien, c'est une phase particulière du changement durant lequel il y a eu un passage, il y a eu une transition vers une dimension, un plan vibratoire supérieur où tout est plus subtil, tout est plus paisible, tout est plus juste. Et donc, tout est beaucoup plus beau à vivre. Donc, au niveau de la planète Terre, comment ça s'est manifesté? La Terre en tant que conscience individuelle, ça fait déjà quelques années qu'elle a élevé suffisamment sa conscience pour effectuer ce passage, cette transition vers la dimension supérieure de son être. Sauf que la planète Terre savait que si elle effectuait cette transition, eh bien nous les êtres humains qui la peuplions allions être impactés par ce changement vibratoire. Sauf que nous n'étions pas prêts à cette évolution de conscience. Pourquoi? Parce que nous-mêmes n'avions pas évolué suffisamment vite comparé à la planète Terre. Ce qui fait que dans sa grande compassion, qu'est-ce qu'elle a choisi à cette époque? Elle a choisi de ralentir sa transition. Elle a choisi de nous attendre pour nous permettre à notre tour d'élever suffisamment notre conscience pour arriver à un état de synchronicité entre son niveau et le nôtre. Sauf qu'à un moment donné, on a continué à l'impacter négativement en la maltraitant tous les jours et on n'a pas évolué assez vite, ce qui fait qu'on a atteint un seuil critique qui devenait dangereux pour elle. Elle a donc été menée à faire sa transition malgré nous, la suivant qui pouvait la suivre à cette époque. La semaine dernière, on était le 22 septembre, j'ai fait une séance d'hypnose. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est que la transition, ça y est, la planète Terre l'a effectuée d'ores et déjà. Sauf que ce qui se passe pour nous, c'est qu'il y a un décalage entre le plan vibratoire dans lequel la planète est désormais
et ce que nous sommes et ce que nous vibrons et donc ce que nous vivons. Du coup, pour la majorité d'entre nous, c'est comme si ce changement n'avait pas eu lieu. C'est comme si nous étions toujours dans cette même dimension et peut-être même bien encore plus profondément dans cette dimension en 3D qui est difficile, qui est lourde, qui est compliquée à vivre. Du coup, quelles sont les conséquences de ce changement vibratoire d'un côté et de la conscience humaine qui n'a pas vibré qui n'a pas évolué à la même vitesse et qui du coup se trouve, elle, dans l'impression de vivre de plus en plus de difficultés. Mais la bonne nouvelle, nous disent les archives, c'est que ce que vit aujourd'hui la Terre, toutes les planètes de même dimension l'ont un jour vécu. Et que bien d'autres planètes, aujourd'hui plus évoluées que la planète Terre, l'ont déjà expérimenté. Donc, même si au niveau terrestre, on est d'accord pour dire que les choses sont vraiment difficiles à vivre, mais du point de vue supérieur, eh bien, ce qui se passe est normal. Normal et même beau. C'est la preuve d'une évolution de conscience vers quelque chose de plus merveilleux. Donc, on sait comment, du point de vue supérieur, les choses évolueront. La planète Terre a d'ores et déjà effectué sa transition vers ce plan subtil. Quant à nous, les êtres humains, nous allons nécessairement évoluer vers ce même plan de conscience, en tout cas pour une part de la population. Donc une part de la population, ça c'est la minorité, ont elles-mêmes déjà effectué cette transition. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans cette dimension supérieure, tout en étant ici et maintenant incarnés sur la 3D. Quant à la majorité, elle n'a pas encore effectué cette transition, ce qui fait que pour elle, c'est difficile de vivre ce décalage et tous les remous que cela suscite. Mais de toute façon, ce que l'on sait, c'est qu'elle va évoluer vers de plus en plus de conscience. Mais elle le fera à son rythme, le moment voulu. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment elle va faire cette évolution, à quelle vitesse elle va effectuer cette transition. Lors d'une séance d'hypnose régressive que j'ai faite, c'était en 2018, je crois, j'ai eu l'occasion de voir ce qui se passe au niveau du changement planétaire de dimension. Donc en fait, j'ai eu la confirmation, en tout cas à plusieurs reprises, que la planète en 3e dimension, la planète dans sa dimension supérieure, ne sont pas deux entités différentes. Ce que j'ai compris en tout cas aujourd'hui, c'est cet état de compréhension que j'en suis en tout cas, c'est que c'est comme pour les humains. On a un corps physique qui est là sur la 3D, ça c'est incontestable, qui vit dans le dur avec les difficultés du dur et les limites du dur. Et puis on a une conscience. Notre conscience à l'intérieur, c'est elle qui grandit, qui passe de niveau de conscience à niveau de conscience de plus en plus élevé. Et bien pour la planète Terre, si j'ai bien compris, c'est pareil. Il y a le caillou qui est en 3D. Voilà, il est ce qu'il est avec toutes les limites de la 3D. Quant à la conscience, l'âme de la planète Terre, c'est elle qui évolue. Et c'est elle qui est arrivée à un niveau de conscience supérieur. C'est elle qui a changé de dimension. Donc les âmes qui vivent dans cette dimension supérieure, eh bien, n'ont pas nécessairement conscience d'être passées dans une dimension différente. Car à la fois leur corps physique est ici incarné sur la 3D tant qu'ils sont encore en vie. Quant à leur conscience, qui elle a suffisamment évolué, eh bien elle est déjà en dimension supérieure. Aussi pour eux, la transition s'est faite naturellement. Il n'y a pas eu un passage comme ça avant-après. L'évolution de conscience a suivi l'évolution de conscience de la planète au gré des événements de la vie quotidienne, s'améliorant petit à petit, évoluant petit à petit, prenant conscience de plus en plus de la connexion avec tout ce qui est et de l'importance de l'impact que l'on a sur tout ce qui est. C'est ainsi qu'ils ont petit à petit adapté leur état d'être pour leur permettre d'organiser leur vie plus en adéquation avec le tout et dans le respect de tout ce qui est. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont organisés vers une vie paisible. Et donc dans une séance d'hypnose régressive, je voyais des personnes qui vivaient dans des petites maisons plus proches de la nature, intégrées à l'environnement. Je voyais que c'était des gens qui avaient des vies simples, avec notamment beaucoup d'activités manuelles, du jardinage, du bricolage, des activités artisanales.
Je voyais également qu'il y avait une plus grande communication des gens entre eux et cette communication était beaucoup plus apaisée. Alors c'était souvent dans des petits villages, ce n'était pas nécessairement dans la ville, en tout cas c'est ce que j'ai vu. Les gens étaient habillés beaucoup plus simplement qu'ils ne le sont habituellement. Je les voyais tous habillés avec des longues robes blanches du haut jusqu'en bas. Autant les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, ils étaient tous habillés grosso modo de la même façon, dans ces tons un peu crème, un peu blanc. Je voyais également qu'il y avait une communication avec le subtil qui était facilitée. C'est-à-dire qu'ils avaient une plus grande connexion avec le monde invisible parce qu'effectivement, le voile a diminué. Le voile est un peu parti. Ce qui fait que la planète étant plus subtile, on arrive de plus en plus à communiquer avec l'au-delà. Et ça les aide beaucoup parce que communiquer avec des êtres de dimension supérieure, c'est profiter de leur expérience. C'est être aidé au quotidien par ces guides, ces anges gardiens, tous ces êtres qui sont là pour nous aider à évoluer de plus en plus vers du mieux-être et vers une conscience plus élevée. On voit également que du fait de la subtilité, eh bien, les pensées sont beaucoup plus créatrices, elles se manifestent beaucoup plus vite. Jusque-là, lorsqu'on avait une pensée négative, eh bien, on avait le retour de bâton plusieurs années après, voire dans des incarnations suivantes. Dans ce monde plus subtil, la pensée se matérialise plus rapidement. Ça veut dire que si vous avez une pensée, ça va se concrétiser très rapidement. Peut-être le jour même, vous allez avoir le retour, ou alors le lendemain ou le surlendemain. Ce qui est plus rapide aussi, c'est du coup la loi du karma. Au lieu d'avoir ce retour de bâton dans les vies suivantes, vous l'avez dans la vie actuelle. Donc tout de suite, vous voyez concrètement la portée de vos actes, la portée de vos paroles, la portée de vos pensées. Cependant, la vie est certes plus paisible, plus équitable, plus juste, plus harmonieuse, plus ouverte avec le grand tout. Mais en même temps, elle n'est toujours pas parfaite, c'est-à-dire qu'on est juste à un échelon supérieur de conscience, on n'est pas à l'échelon ultime. Le chemin vers la perfection et l'amour inconditionnel avec tout ce qui est et la pleine conscience de tout ce qui est, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour encore. On a l'infini pour savoir, on a l'infini pour vivre ça en tout cas. C'est donc cela le beau plan divin qui se présente à nous. Une vie beaucoup plus harmonieuse avec tout ce qui est, nous tendons tous vers cela. Mais en même temps que ces personnes qui sont en dimension supérieure vivent cet état d'être, eh bien ils côtoient, ils observent avec compassion toutes ces autres personnes qui, elles, ne sont pas encore passées dans cette dimension supérieure. Donc comment vivent ces personnes en dimension 3D? C'est-à-dire nous tous, là maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour nous ici et maintenant? Ce que constatent les guides, c'est qu'à ce jour, nous avons organisé nos sociétés de façon bien déséquilibrée, inégalitaire et non paisible. Vous avez d'un côté les Occidentaux qui arrivent à satisfaire leurs besoins essentiels et leurs besoins supplémentaires, qui ont un toit, qui ont des vêtements, qui ont de quoi se nourrir et qui ont de quoi satisfaire leurs loisirs. Ça, c'est les Occidentaux. De l'autre côté, vous avez ces populations du Sud qui, elles, n'arrivent pas à satisfaire ne serait-ce que leurs besoins essentiels. Se nourrir, avoir un toit, s'habiller. Regardez au Brésil, ces petits enfants de la rue qui traînent de partout et qui font comme ils peuvent pour satisfaire un minimum leurs besoins. Regardez en Inde, au Bangladesh, ces enfants qui travaillent et qui essaient d'apporter un peu d'argent dans leur famille. Regardez en Afrique, ces enfants qui meurent de malnutrition. À côté de ça, nous, ici en Occident, certes, la vie n'est pas parfaite, certes, il y a des déséquilibres entre les différentes familles, entre les différents milieux sociaux, mais n'empêche qu'on a nos besoins essentiels de satisfaire. On a un toit, on peut se nourrir, on peut s'habiller et bien plus encore. Cependant, ce que nous disent les archives, c'est qu'on est arrivé à un tel déséquilibre qu'à un moment donné, il est important que les choses changent. La Terre, comme je vous disais, elle a évolué, elle a grandi intérieurement. Et donc, elle est passée à la dimension supérieure qui lui permet d'organiser en son sein, en son être, quelque chose de plus équilibré, de plus beau, de plus paisible. Sauf que nous, qu'est-ce qui se passe pour nous ici en 3D? Eh bien, c'est qu'on résiste au changement qui nous permettrait de réorganiser notre société pour qu'elle soit plus égalitaire, équilibrée,
paisible, juste. Pourquoi on résiste? Parce que soit on est satisfait de l'organisation de la vie telle qu'elle est, non pas que ce soit parfait pour soi, mais en soi, ça nous convient. Soit parce que on est en réalité bien inconscient de ce qu'est la vie dans sa globalité, de ce que sont véritablement tous ces déséquilibres qu'on a mis en œuvre collectivement, parce que nous, de notre côté, ça va bien. Parce que nous, de notre côté, ça va à peu près bien. Et même lorsque c'est pas parfait, on est capable ici de s'en contenter, de s'en satisfaire. Pourquoi? Parce que au moins on sait ce qu'on a. Ça nous rassure d'avoir une mainmise sur les choses qui font notre quotidien. On n'aime pas être dans l'incompréhension. C'est pour ça que naturellement, ici sur Terre, on a tendance à refuser le changement, même s'il se manifeste de plus en plus parce que la Terre, elle, a évolué dans son champ de conscience. Cette résistance, elle n'est pas bénéfique pour tous. Non seulement pour soi à titre individuel, mais elle n'est pas bénéfique pour le collectif, pour établir un mode de vie collectif plus équilibré pour tous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des phénomènes, des difficultés qu'on est en train de vivre, de subir pour certains, qui sont inhérents à la physiologie même de la Terre parce qu'elle a changé de dimension. Du point de vue humain, ce qui se passe, c'est qu'on est donc en train de résister à ces changements et soit en faisant cela, on accentue les changements et les difficultés qui sont en train d'avoir lieu, soit on va même créer des difficultés complémentaires. On en reparlera un peu plus tard. Du point de vue supérieur, du point de vue du divin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le constat qui est fait par le divin dans sa grande sagesse, c'est que nous, les humains, nous ne changeons pas, nous résistons, nous restons campés sur nos certitudes, sur nos habitudes, tant qu'on n'a pas d'autre choix que de faire ça. C'est-à-dire que intérieurement, on est capable de se dépasser lorsque tout va mal dans notre vie. Il faut vraiment être dans la galère pour vouloir chercher des solutions nouvelles pour se sortir de la galère. Et c'est qu'en cherchant des solutions nouvelles qu'effectivement on accepte d'aller au-delà de nos limites, qu'on accepte de sortir de notre zone de confort et qu'on accepte de mettre en œuvre quelque chose de différent pour nous permettre d'aller mieux dans notre quotidien. Ça, c'est une réalité. C'est quand tout va mal qu'on essaie de trouver des solutions. Quand ça va à peu près bien, quand ça va pas trop mal, on est capable tous collectivement et individuellement de se contenter de ce que l'on a, même si c'est pas parfait, parce que c'est rassurant, parce que ça ne nous fait pas peur, parce qu'on n'aime pas sortir de notre zone de confort. Donc du point de vue supérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le divin va mettre en œuvre, grâce à l'évolution actuelle de la Terre, va mettre en œuvre les conditions pour nous ouvrir complètement les yeux et faire tomber ces œillères qui nous empêchent de voir à quel point le monde va mal tel qu'on l'a construit aujourd'hui et que en réalité il y a aujourd'hui cette possibilité de construire enfin quelque chose de plus beau, de plus juste, de plus équilibré, mais pour tous, pas que pour une partie de la société planétaire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le divin concrètement? Eh bien, il va nous permettre de voir à quel point on est dans la galère. Il va nous ouvrir les yeux sur ce qu'est les structures fondamentales qui sont à la base de nos sociétés. Il va nous montrer à quel point elles sont déséquilibrées. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, aujourd'hui, on le voit tous, ça va super mal. On pourrait même dire aujourd'hui qu'on est face à une crise systémique. Toutes les structures de notre société sont en train de vaciller. Toutes les structures de notre société sont en train de se désorganiser. Et pour certaines, elles sont même en train de tomber en faillite. Mais ça, je vous le répète encore, du point de vue spirituel, c'est une merveilleuse nouvelle
Parce que ce que l'on a construit ensemble n'est pas juste, n'est pas équilibré et qu'on peut vivre bien plus beau, plus juste que cela. Et tous collectivement. On l'a vu tout à l'heure quand on a parlé de ces personnes qui vivent déjà dans la dimension supérieure et comment ils ont réussi à rétablir un mode de vie plus serein, plus paisible, plus équitable, etc. Eh bien, on est tous capables à son échelle d'aller vers ce mode de vie. Donc, qu'est-ce qu'on va nous montrer au niveau divin ? Je vous disais qu'on va nous montrer à quel point les structures actuelles sont déséquilibrées. Aujourd'hui, on est tous touchés par le Covid-19. On nous montre plus ouvertement ce qu'est ce système sanitaire. On voit aujourd'hui toutes les limites de ce système sanitaire que l'on a mis en place dans notre société. C'est-à-dire que jusque-là, on a dans nos sociétés qui se sont construites de plus en plus dans un scientisme, je dirais, matérialiste. On a mis en exergue toute la puissance du monde scientifique, de la science. Et du coup, chacun de nous avons eu tendance à déléguer à la science la capacité de prendre soin de notre santé. Sauf que, aujourd'hui, on est en train de voir que ces scientifiques, tous chercheurs, tous experts qu'ils sont bien limités face à ce phénomène purement au départ naturel qu'est ce petit virus que la Terre a mis en œuvre. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'en déléguant ainsi aux scientifiques la prise en charge de notre santé, eh bien, ils ont fait avec ce qu'ils étaient. Ils ont fait avec ce qu'ils ont pu, ils ont fait avec ce qu'ils ont cru. Sauf que nécessairement, ce n'est pas équilibré. Donc, en déléguant complètement, on a oublié de s'écouter soi-même. Ce qui veut dire que, par facilité, on ne va pas faire attention à son corps. Par facilité, on va manger n'importe quoi, on va oublier de faire du sport et on va se dire de toute façon, si je suis malade, je vais voir le médecin et il va me soigner. Sauf que, évidemment, quand on tombe malade et gravement malade, eh bien, à un moment donné, les médecins ne peuvent plus rien pour vous. Parce que la science a ses limites et qu'elle n'a pas été organisée de façon à traiter de façon holistique le corps et l'âme et l'esprit, mais simplement de manière uniquement matérielle, le corps physique. On nous explique là-haut que l'être humain, le corps humain, il doit être vu dans son ensemble. Non seulement la science peut lui apporter effectivement des soins, elle est bénéfique, elle a son mot à dire dans la prise en charge de la santé. Mais de l'autre côté, il y a quoi ? Il y a l'esprit, donc le psychologique, mais il y a également l'âme, le point de vue spirituel. Et ce n'est que dans une compréhension globale et dans un traitement global de l'être que l'on est en capacité de maintenir une santé saine. Sauf qu'en ayant délégué, eh bien, on a remis les mains dans le système actuel qui est le système scientifique. Aujourd'hui, on est en train de nous montrer à quel point eh bien, on a oublié de prendre en charge soi-même sa santé. Prendre soi-même sa santé, ça passe par des éléments qui sont basiques. C'est prendre en soin pour le corps eh bien, de son alimentation et non pas se bourrer de soda, de produits modifiés, raffinés, de nourriture bourrée de conservateurs, bourrée de pesticides. C'est retrouver une alimentation saine, naturelle, telle qu'elle pousse naturellement dans la terre sans autres additifs. C'est aussi quoi ? Eh bien le sport. On est un être humain qui avons besoin d'être en activité. Le corps humain doit être en activité. Et lorsqu'il ne l'est pas, et c'est beaucoup le cas pour une grande majorité de personnes aujourd'hui qui se sont sédentarisées du fait du mode de vie que nous avons organisé tous ensemble, eh bien le corps n'est plus en activité, il ne peut pas fonctionner naturellement. Donc sans entrer dans plus de détails par rapport à cela, chacun se fera son opinion à ce sujet. Cependant, ce que nous disent les archives, c'est que du coup, eh bien, on va permettre à tous de comprendre à quel point le système sanitaire actuel n'est pas équilibré et c'est en utilisant effectivement encore une fois la Terre avec cette conscience supérieure qui va nous ouvrir les yeux. La Terre a mis en œuvre ce virus et ce virus, pourquoi elle l'a mis elle, la Terre, à son niveau, donc pas au niveau divin, au niveau de la Terre, de cette conscience. Elle a mis en œuvre ce virus
pour se nettoyer parce qu'on lui a fait subir beaucoup trop de choses qui lui ont fait du mal, beaucoup trop de choses qui ne sont pas justes pour elle. Pas de punir ces personnes-là, elles n'ont rien à voir avec l'organisation globale, ce ne sont pas les responsables. Simplement, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est qu'un mort, plus un mort, plus un mort, plus un mort, plus un mort, c'est que ça va nous toucher. Ça va tellement nous toucher que peut-être on va se dire à un moment donné, oula, là ça me fait peur, je vais peut-être commencer à bouger intérieurement et à bouger les choses extérieurement. Voilà pour le système de santé, je ne vais pas entrer plus dans les détails, on le voit au quotidien déjà. Ensuite, au niveau politique, là encore une fois, tout ce qui se passe actuellement, et notamment cette crise sanitaire, nous permet en cascade de voir à quel point le système politique que l'on a mis en œuvre n'est pas juste. Pour cela, on va mettre en exergue toutes les limites de ce système politique. On l'a vu ces dernières années déjà avec le délitement des partis politiques, disparition de grands partis politiques en France qui aujourd'hui n'existent plus. On en a créé d'autres, mais dont on ne sait pas trop vers quoi ils tombent. On a vu également un délitement de la notion de gauche-droite. Gauche-droite, on ne sait plus ce qui est de gauche et ce qui est de droite. Et finalement, des partis de gauche vont prendre des décisions de droite et inversement. Ça aussi, c'est manifeste. Et puis, on voit également la limite des dirigeants politiques. Aujourd'hui, on voit avec les décisions qui sont prises en rapport avec le Covid-19. Les décisions sont prises avec très peu de recul. Certes, c'est un virus qu'on ne connaît pas encore. Les scientifiques ne savent pas eux-mêmes ce qu'il est exactement, se contredisant, je vous disais, clairement tous les jours. Du coup, les politiques, eux, se basent sur des positions d'experts qui sont elles-mêmes pas claires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans cette incapacité, ces politiques, à avoir une vision à moyen ou à long terme. Or, une société ne peut se construire qu'en ayant des visions à moyen ou à long terme. Elles ne peuvent pas se construire de façon juste si les décisions sont prises au gré des événements ponctuels. Parce que c'est en ayant une vision globale qu'on prend les meilleures décisions et non pas qu'en voyant que le petit bout de l'iceberg qui sort de l'eau. C'est en regardant l'iceberg dans sa complétude qu'on arrive à savoir qui il est. Sauf qu'aujourd'hui, les scientifiques sont capables du coup de prendre des décisions qui sont incohérentes, prendre des décisions qui se contredisent même d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Ils sont capables également de nous mentir pour cacher un petit peu les incompétences et les incohérences qui sont les leurs. Ils sont également peut-être dans la capacité de nous manipuler. Et donc, face à toutes ces décisions politiques qui sont prises, eh bien évidemment, nous, on est tout pantois. On est vraiment surpris, on ne comprend pas, on se demande ce qui se passe, on demande qui ils sont. Là encore, il vous appartient d'aller creuser la question, d'aller comprendre, parce que c'est qu'en comprenant, vous allez pouvoir, du coup, véritablement vous faire une opinion et une opinion juste. Et en cascade, qu'est-ce qui se passe? Crise économique. La crise économique devient de plus en plus manifeste. La crise sanitaire est en train de mettre en lumière ce qui était préexistant déjà, une crise économique. Sauf qu'avec la crise sanitaire, eh bien, cette crise économique s'est accélérée. Elle s'est accélérée, elle devient donc de plus en plus manifeste. Encore une fois, c'est en voyant à quel point le système économique qu'on a mis en place est injuste qu'on va vouloir de nouveau faire en sorte qu'il change et qu'on établisse des sociétés plus justes. La crise économique, elle se manifeste, on le voit, grâce à cette crise sanitaire. On voit des chômages partiels, on voit des licenciements, on voit des fermetures d'établissements, des faillites, des délocalisations, la hausse des prix. On voit beaucoup de choses comme ça qui sont en train d'être de plus en plus difficiles à vivre au quotidien du point de vue matériel, ça c'est certain. Maintenant, du point de vue spirituel, eh bien, on est en train de constater que l'économie, c'est elle qui fait que la société, la planète est dans cette situation. C'est elle parce que l'objectif, c'est toujours de consommer. Consommer toujours plus, satisfaire des besoins de plus en plus secondaires. Non pas qu'il s'agit pour les guides de jeter la pierre à qui que ce soit de ce point de vue-là, parce qu'il est naturel d'avoir envie d'avoir un peu plus, toujours plus, parce qu'on a l'impression qu'en possédant, on va de mieux en mieux vivre. Parce qu'on a l'impression que ce sont les objets qui nous rendent heureux. Sauf que dès qu'on a un objet, on se constate qu'on s'en lasse vite et qu'on en veut un second, et un troisième et un quatrième. On en veut toujours plus, sauf que la réalité, c'est que c'est pas ça qui nous rend heureux. C'est pas en consommant qu'on est heureux, c'est en étant, en expérimentant.
Sauf que pour satisfaire ce besoin de surconsommation, eh bien, on va y avoir de sacrées conséquences. Pour fabriquer, on va exploiter la terre pour en tirer les matières essentielles. On va surexploiter les humains, notamment les humains, les populations qui sont les plus pauvres, qui vont du coup travailler pour les populations les plus riches de façon à ce qu'elles puissent se consommer ces biens. Elle va également entraîner des guerres, ces guerres entre différents territoires, pays riches, pays pauvres, parce que ce sont des guerres finalement non pas pour établir une égalité, une démocratie dans ces pays, mais surtout des guerres qui sont des guerres économiques, des guerres pour les denrées, des guerres pour les minéraux, des guerres pour le gaz, les guerres pour le pétrole, etc. Finalement, l'envie que l'on a tous de s'enrichir, de vivre plus confortablement avec des biens de plus en plus nombreux, fait qu'on va emmener nos États à aller dans ce type de conflit de surexploitation. Finalement, bien évidemment, encore une fois, c'est pas équilibré. Et cette crise économique, elle va entraîner quoi? Bien, elle va entraîner en chaîne une crise sociale. On est en train de le constater au niveau de la société, on a de plus en plus de pauvres, même dans les pays occidentaux, et de moins en moins de riches. Simplement, ce qui est flagrant actuellement, ce qui se passe, c'est une disparition progressive des classes moyennes. Jusque-là, on avait les pauvres, les moyens, les riches. Aujourd'hui, on est en train d'augmenter la classe des pauvres en appauvrissant les classes sociales moyennes. On le voit aujourd'hui avec ces fermetures d'établissements, ces auto-entrepreneurs, ces entrepreneurs libéraux, ces petites SARL, et même des grosses sociétés qui sont en train de fermer. Ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile pour beaucoup. Et à l'inverse, il y en a d'autres, une minorité qui est en train de s'enrichir et elle vit très confortablement. Cette crise sociale, bien évidemment, qu'elle a des conséquences dans la vie de tous les jours. Les gens vivent de plus en plus difficilement les lendemains parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir satisfaire à leurs besoins essentiels. Jusque-là, ils étaient dans la capacité de s'acheter des écrans plats, des téléphones. Aujourd'hui, ils se demandent si demain, ils vont pouvoir nourrir leurs enfants. Ça, c'est bien difficile et c'est peut-être le pire dans cette crise actuelle, c'est cette crise sociale, c'est l'appauvrissement des gens qui vont peut-être de moins en moins dans la capacité de satisfaire leurs besoins essentiels. Qu'est-ce qui se passe d'autre? On essaie de nous mettre en évidence à quel point la planète va mal. C'est en voyant à quel point la planète est, entre guillemets, détraquée, qu'on va peut-être faire attention à elle beaucoup plus. Ce qui a pour conséquence une crise écologique. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'hier. Cette crise écologique, elle s'est développée notamment avec le 19e siècle et l'industrialisation de nos sociétés. Simplement aujourd'hui, la planète Terre est arrivée à un seuil qu'on a dépassé et qui est critique. Et du coup, elle se manifeste à nous de plus en plus fortement, notamment par le réchauffement climatique. On sait aujourd'hui qu'on est arrivé à un seuil critique au-delà duquel on ne peut pas aller, sinon à remettre en cause l'existence même de la vie sur Terre. Il y a également les catastrophes naturelles. En hypnose régressive, il y a quelques années de cela, je crois que c'était en 2018, j'avais vu une augmentation des catastrophes naturelles. Les archives nous disent quoi aujourd'hui? Ils nous disent que ces catastrophes vont se multiplier pour plusieurs raisons. La première, c'est dans l'ordre des choses parce que ça fait partie de la physiologie même de la planète que de créer ces catastrophes pour son bien-être. Son bien-être, c'est quoi? C'est essentiellement aujourd'hui de se nettoyer. La planète est passée en dimension supérieure, là on subit les manifestations de ce nettoyage. Le nettoyage se fait notamment, nous dit-on, les archives nous disent que la Terre se nettoie beaucoup avec l'eau, notamment l'eau salée qui est beaucoup plus purificatrice que l'eau douce, mais elle se nettoie avec l'eau de manière générale. Elle se nettoie également avec des incendies qui vont brûler ce qui est en trop sur la planète pour elle, ou tout du moins ce qui va nous permettre peut-être de prendre conscience du mal qu'on lui fait. On nous dit également que c'est nous qui créons qui causons bien évidemment toutes ces catastrophes naturelles par notre attitude. Pollution, surexploitation, non-respect de la nature. Toutes ces catastrophes naturelles
qui sont en train de se développer. On en voit la manifestation de plus en plus. L'Amazonie qui a brûlé, l'Australie, les États-Unis, les inondations en même temps, simultanément. On a des incendies d'un côté et de l'autre, on a des inondations. On le voit encore hier, en France même, avant-hier, dans le nord de la France. Ça n'arrête pas. C'est pas une surprise pour moi parce qu'ils en parlent depuis, ça fait, je crois, depuis 2018, il me semble encore une fois qu'ils m'en parlent, que ça allait se multiplier. Non seulement parce que la planète se nettoie, mais également parce que la planète, on la fait souffrir. On provoque en elle toutes ces difficultés, du coup il y a réaction en chaîne. Sauf que effectivement, on nous a dit qu'on était arrivé à un seuil critique. Ce que nous disent les archives, c'est que pour la planète elle-même, il n'y a pas de souci à se faire. La planète, dans sa conscience supérieure, elle a déjà passé la dimension supérieure. Donc au pire des pires, ce qui peut lui arriver si on continue sur ce chemin-là, c'est qu'elle se détruise. Qu'elle se détruise matériellement dans sa troisième dimension. D'un point de vue terrestre, ce serait une catastrophe monumentale. Ce serait un cataclysme. Parce qu'effectivement, la Terre, telle que nous la connaissons là, pourrait disparaître du fait de ce qu'on en ferait. Ce qu'on m'a montré à l'époque, je vous le dis parce que je suis complètement transparente ici, parce que ce que je reçois, j'estime que vous aussi, vous devez le recevoir, parce que ça va peut-être éveiller en vous quelque chose. En tout cas, j'espère que ça ne va pas vous mettre trop dans l'anxiété, parce que c'est en soi une bonne nouvelle si on accepte d'ouvrir les yeux et de lâcher prise. Donc ce qu'ils m'ont dit également, c'est qu'effectivement, si la planète venait à être détruite matériellement, d'un point de vue spirituel, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Parce que oui, elle préexiste dans sa conscience, mais nous-mêmes, on est déjà également dans la conscience. C'est-à-dire que si on venait tous à disparaître, je voyais dans cette séance d'hypnose, vous regarderez, elle est sur ma chaîne YouTube, tous ceux qui sont en 3D mourront. Certes, matériellement, le corps mourra. Pouf, en un éclair, ça se passera. Si on meurt, qu'est-ce qui se passe? Bien, de toute façon, on a une âme. Notre corps survit après la mort. Notre corps, notre âme survit après la mort. Donc notre âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Je voyais, on partait en masse, des milliers de personnes qui montaient là dans le monde spirituel, tout simplement et tous ensemble dans une connexion collective. Et là-haut, on était accueillis par un tas de guides qui étaient prêts à nous aider à faire le chemin d'acceptation qu'on a détruit la planète et que derrière, de toute façon, c'est pas grave. On va faire le point dans le monde spirituel et puis on ira se réincarner sur d'autres planètes, certes pas la Terre, mais sur d'autres planètes de conscience équivalente à notre état de conscience personnel. Ce qui fait que quand on se réincarne sur d'autres planètes, ben pour l'âme, elle n'y voit que du feu. Elle arrive sur cette autre planète, elle a oublié parce que ça fera partie de ce niveau de plan de conscience, et elle revivra sur cette planète comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Donc de ce point de vue-là, du point de vue spirituel, pas de problème si la planète Terre, elle disparaît. Certes, c'est dommage, parce que c'est un astre qui est là, c'est une école qui est là, et qui est bien utile pour nous faire grandir. Mais c'est pas grave, c'est pas celle-là, ce sera la suivante. Quant aux personnes qui sont déjà dans cette dimension spirituelle au niveau de leur âme, c'est pareil. Ils vont quitter cette planète et ils iront de l'autre côté et se réincarneront soit sur la planète Terre dans sa conscience supérieure, soit sur un autre plan de conscience correspondant à leur niveau. Donc de cette façon-là aussi, pas de souci. On disparaîtra comme un feu d'artifice et on reviendra comme si de rien n'était. Donc là encore, cette crise écologique, elle a pour fonction de nous faire prendre conscience que nous surexploitons la planète et qu'il serait temps aujourd'hui d'en prendre soin si on ne veut pas aller à ces extrêmes que je viens d'évoquer à l'instant. Il est important de maintenir ce qu'on a créé. On n'a pas envie de détruire ce qu'on a créé. Donc, on l'a créé tous ensemble, c'est déséquilibré, mais il est encore temps de modifier cette façon de consommer la Terre. On peut aller vers plus de connexion avec la Terre et de plus de respect vis-à-vis de la nature dans toutes ses composantes pour vivre en accord. Et nous dit-on, la nature, si on la respectait beaucoup plus, elle a tant à nous donner qu'on n'imagine même pas. Et donc ça, ce sont des cadeaux que l'avenir nous promet si on tend vers quelque chose de plus juste. Donc toutes ces crises,
sanitaire, économique, sociale, écologique, et j'en passe. Elles vont avoir pour conséquence une crise spirituelle. Cette crise spirituelle, elle se manifeste comment dans nos sociétés? Elle se manifeste principalement par un désamour croissant de la croyance vis-à-vis des religions. Elle se manifeste à l'inverse par un développement croissant des fanatismes religieux. On a deux opposés qui s'entrechoquent. Ce qu'on nous explique dans le monde spirituel, c'est que les religions en soi sont belles. Les religions en soi, elles ont un message profond d'amour universel. Simplement, chaque religion a été apportée par des hommes, des prophètes, qui se sont connectés à un moment donné, à une époque donnée, au divin, qui a transmis aux sociétés dans lesquelles ils étaient un message divin, qui leur permettait à ces sociétés de se connecter de plus en plus à leur spiritualité. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé encore une fois au fil du temps? Eh bien par facilité ou parce que d'autres avaient l'argent et donc le pouvoir, eh bien ils ont pris en main l'organisation de ces croyances religieuses. Et ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a bien volontiers accepté de déléguer à ces autres notre spiritualité, la façon dont nous devions la vivre. Ce qui fait que ces hommes qui ont organisé ces religions, qui ont planifié la façon dont il fallait, nous, croyants, la vivre, ces religions, comment matériellement il fallait les vivre, donc vraiment de façon très dogmatique, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Sauf que force est de constater aujourd'hui que les religieux ont failli à leur mission de reconnecter chacun de nous à sa spiritualité et au divin. Puisqu'effectivement, comme je vous disais, désamour et fanatisme. Aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'on vit dans des sociétés où on n'a plus le soutien de sa propre spiritualité. On est dans des sociétés qui sont de plus en plus matérialistes, où la spiritualité, l'esprit n'a plus sa place. Sans ce soutien, eh bien, il est bien difficile, bien évidemment, de traverser les événements difficiles du quotidien, parce que jusque-là, on était encore dans cette capacité à faire appel à un Dieu, à un ange gardien, à un guide, pour essayer de trouver le réconfort nous permettant de dépasser nos peurs du quotidien, nos difficultés du quotidien, ce qui nous permettait d'être rassurés, d'être confiants vis-à-vis de l'avenir. Ce désamour de plus en plus croissant fait qu'on n'a plus ce soutien. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a éloigné de nos yeux le phénomène même de la mort. C'est pas anodin de ne plus avoir à voir au quotidien nos morts. Aujourd'hui, une grande majorité de la population mondiale pense qu'après la mort, il n'y a plus rien. Une autre partie de la société pense qu'après la mort, il y a la punition, il y a le jugement. Donc une grande partie de la société aujourd'hui cherche désespérément à survivre. Quoi qu'il en coûte pour soi, quoi qu'il en coûte pour les autres. Là encore, toutes ces manifestations sont en train d'être de plus en plus visibles. On est en train de voir toutes les limites des hommes religieux à nous faire traverser les moments difficiles que nous sommes en train de vivre. Non pas que les religions, bien évidemment, sont mauvaises, n'oubliez pas, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que les hommes qui ont fait ces religions, qui les ont organisées, l'ont fait avec qui ils étaient et donc avec toutes les limites qui sont les leurs. Et qu'il est important de se rendre compte que ces organisations aujourd'hui religieuses ont été mises en œuvre grâce au pouvoir de l'argent. Et donc l'objectif, évidemment, eh bien, c'est de se reconnecter à sa spiritualité. Arrêter de croire tout ce que les autres nous disent pour plus croire ce que l'on ressent soi-même intérieurement. Il ne s'agit pas de rejeter ce que les autres disent, il s'agit vraiment d'aller regarder à l'intérieur de soi si ça résonne ou pas. D'aller interpréter en soi les textes religieux pour voir ce qu'ils veulent dire pour soi-même et non pas ce qu'ils veulent dire pour les autres, pour une société qui se retrouve à l'autre bout de la terre et qui ne vit pas du tout comme nous. Donc c'est vraiment nous apprendre à aller chercher profondément en soi à quoi on croit.
Et lorsqu'on sera sur ce chemin, eh bien, je vous assure qu'on retrouve véritablement de plus en plus une paix intérieure. Parce que croire en sa spiritualité, non pas croire en ce que les autres vous disent, c'est véritablement rassurant parce que la croyance est beaucoup plus forte quand on la vit soi-même, quand on l'expérimente soi-même, que quand on croit à un autre. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Donc face à toutes ces crises actuelles, on pourrait croire que le responsable est le coronavirus. Ce que nous disaient les archives, c'est que ce n'est pas le cas. Le coronavirus est là parce que la Terre est en train de se nettoyer de ce qui ne convient plus sur la Terre pour permettre le passage vers quelque chose de plus beau, la dimension supérieure. Ce qu'on est en train de nous dire simplement, c'est que ce coronavirus, il a comme effet d'être un révélateur. Il révèle ce qu'il y a de dysfonctionnant dans notre société. Du coup, la bonne nouvelle, nous dit-on, oui, il y a quand même des bonnes nouvelles malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, face à tous ces événements, eh bien oui, les gens sont en train de plus en plus d'éveiller leur conscience, sont en train de plus en plus d'ouvrir les yeux. On est en train de constater des accélérations de prise de conscience. On le voit non seulement du point de vue matériel, mais on le voit également au niveau subtil. On est en train de se rendre compte que la vie n'est pas que ce qu'on en a appris jusque-là, qu'elle est plus, non seulement au niveau subtil, que derrière la mort il y a autre chose, mais également qu'elle est plus au niveau matériel, que derrière ce qu'on nous a appris depuis toujours, il y a autre chose. Et donc ces prises de conscience, elles se manifestent comment concrètement ? Je vais vous donner quelques exemples. Déjà au niveau purement terrestre, basique, on peut le voir avec l'émergence de la prise de conscience de l'extrême urgence qu'il y a à protéger la nature, de l'extrême urgence qu'il y a à cesser cet impact négatif qu'on a sur la nature. Et notamment, on voit, il y a des politiques globales qui sont mises en place de réduction des gaz à effet de serre, de réduction des pesticides, de protection de la cause animale, de protection des espaces forestiers, de reforestation, de développement de l'agriculture raisonnée et de l'agriculture biologique. Tout cela se met en place, même si on est d'accord, ce n'est pas encore suffisant. Et parce que ce n'est pas encore suffisant, nous disent les archives, c'est pour ça que ces catastrophes naturelles vont encore se développer pour que vraiment il y ait une vraie prise de conscience de l'urgence à modifier notre impact sur la planète. À titre individuel également, on est en train de modifier les choses. De plus en plus de gens ont un potager individuel quand ils le peuvent, ou alors un potager collectif. De plus en plus de gens font de la récupération des eaux de pluie. De plus en plus de gens mettent des panneaux solaires sur leur toit. De plus en plus de gens font du tri de leurs déchets. De plus en plus de gens font du compost. De plus en plus de gens ont des poulaillers. Vous voyez, le coronavirus, il a fait quoi? Il a fait également un développement de l'utilisation des modes doux de transport. On tend de plus en plus du coup vers des véhicules qui sont moins polluants. Les véhicules hybrides se développent, même si ce n'est pas encore ça. Les véhicules électriques. Donc pour l'instant, on est en train de chercher des solutions. Elles ne sont absolument pas parfaites. On n'est pas dans une situation où les choses sont équilibrées. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on cherche. On cherche à rétablir un équilibre avec la nature. Il y a également une prise de conscience qu'au niveau de l'organisation de nos sociétés, eh bien, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Par exemple, on constate de plus en plus que ce qu'on nous a appris de la société, que ce qu'on nous a dit du mode de fonctionnement du monde, eh bien, n'est pas cohérent. Notamment, c'est manifeste actuellement encore avec ce coronavirus révélateur que les politiques ont des discours effectivement incohérents, se contredisant, parfois nous mentant, parfois nous manipulant. Tous les politiques ne le sont pas de ce type-là, mais il y a ce discours politique ambiant qui est incompréhensible parce qu'il n'est pas cohérent. Ce qui pousse quoi? Eh bien, de plus en plus de gens à se poser des questions. De plus en plus de gens sentent qu'il y a quelque chose qui sonne faux, qui tourne pas rond dans ce qu'on nous explique et dans ce qu'on nous demande de faire. On a pu le voir avec le masque, ça c'est le truc pour moi le plus flagrant actuellement. C'est qu'on a pu nous dire en début de crise que le masque était néfaste, que le masque ne servait à rien, qu'il fallait absolument pas le porter. Sauf que le masque c'est un objet
qui existe depuis tellement longtemps. Ce n'est pas un produit nouveau dont on ne connaît pas les caractéristiques. On sait très bien comment fonctionne ce masque, on sait très bien quels sont les avantages et les désavantages du masque. Ce n'est pas nouveau. Pourtant, on a été capable de nous dire non, le masque, il ne faut pas. Puis, plus tard, on nous impose de partout et de plus en plus le port de ce même masque dont on sait exactement ce qu'il est et quels sont ses avantages et inconvénients. Donc, bien entendu, les gens ne savent plus sur quel pied danser. Que croire? Du coup, ça fait quoi? Eh bien, ça pousse les gens à chercher à comprendre. Comprendre parce qu'encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, on n'aime pas ne pas comprendre. On a besoin de savoir, sinon c'est trop déstabilisant. Ça nous met dans une forme d'angoisse, d'anxiété, voire de peur. Et donc, en cherchant à comprendre, eh bien, on découvre l'envers de plus en plus du décor. Sauf que l'envers du décor au niveau de l'organisation de la société n'est pas bien joli. On en reparlera tout à l'heure de cela. Simplement, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a les médias classiques qui jusque-là nous donnaient grosso modo la même version des faits. Donc les personnes vont chercher à comprendre ailleurs parce que les médias classiques sont aujourd'hui dans la contradiction et on voit toutes leurs limites. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller commencer à regarder ailleurs. Internet, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps et qui lui aussi est une preuve de l'avancée spectaculaire de nos sociétés. Pas toujours dans le bon sens, mais n'empêche, Internet a mis à la disposition de tous le savoir. Le savoir jusque-là était confiné auprès de sachants bien limités qui nous disaient comment fonctionner, qui nous disaient que croire. Aujourd'hui, on est en train de retrouver sa liberté de réfléchir, sa liberté d'analyser, sa liberté de se faire sa propre opinion. C'est ainsi que dans les médias, par le biais d'Internet, se sont développés des médias dits alternatifs. Des médias alternatifs qui vont nous donner une autre version des faits, des mêmes faits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non pas que les médias alternatifs aient la vérité et que les médias classiques ne l'ont pas, c'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas, ce que ça permet, c'est de ne plus avoir qu'une seule pensée qui semble être une pensée unique, qui est celle des médias classiques, mais qui nous permet d'avoir une multitude, un panel énorme de sources d'informations. Ce qui va nous permettre du coup, eh bien, de se faire sa propre opinion. On retrouve ainsi une liberté de penser, une liberté de s'exprimer. Et la liberté a rien de tel, c'est l'un des principes fondamentaux de la vie dans cette planète, le libre arbitre. On retrouve ainsi cette liberté de penser, de dire et de faire. Alors que jusque-là, notre mode de fonctionnement collectif était dirigé. On était dirigé par cette pensée unique. Alors, il y a quoi d'autre comme prise de conscience? Je disais du point de vue matériel, mais aussi on est en train de prendre conscience de plus en plus de l'existence du monde spirituel. Face à la mort que suscite le coronavirus, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans le questionnement. Combien de personnes se sont éveillées aux questions spirituelles après le décès d'un proche? C'est qu'en étant manifestement en contact avec la mort, qu'on peut de plus en plus revenir et se poser des questions sur ce qu'il y a après la mort. On constate de nouveau que oui, on n'est pas immortel, que oui, la médecine ne va pas pouvoir nous faire vivre ad vitam aeternam, qu'il y a bien un terme à ce corps physique. Du coup, on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'effectivement, on a tous besoin de croire en autre chose. On a tous besoin de se dire que ce corps n'est pas fini au moment de la mort, qu'il y a un espoir derrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va constater de plus en plus de personnes qui vont chercher à comprendre ce qu'est la vie après la mort. Donc les questions spirituelles vont de plus en plus prendre de place dans la vie des gens. Et là encore, Internet permet d'avoir des sources énormes d'informations, des sources d'informations diverses qui vont nous permettre à chacun de se faire sa propre opinion. Vous l'avez peut-être constaté sur Internet, il y a de plus en plus de personnes qui se connectent, qui communiquent avec le monde subtil. Les guides, les anges gardiens, les êtres de lumière, les êtres de la nature, etc. Alors certains y arrivent naturellement, voilà, tout à coup ça se déclenche en eux et puis ils sont en communication avec le divin. Alors moi j'appelle ça le divin, c'est-à-dire le grand tout.
et d'autres vont petit à petit apprendre à se connecter à ce divin. Apprendre comment? Eh bien, ce qui était jusque-là caché et réservé à une petite frange de la population mondiale, à quelques élus, eh bien, deviennent de plus en plus accessibles. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être dans un groupe mystique, dans une secte quelconque, dans un groupe ésotérique quelconque, pour être formé à ça. Aujourd'hui, le savoir est accessible de partout. Il suffit de chercher sur Internet, vous trouverez qui pourrait vous former à cette connexion dans le divin. Et oui, effectivement, il s'agit juste d'apprentissage, encore une fois. On peut apprendre à développer cette capacité qui est en soi. Parce que tout le monde a cette capacité à se connecter au divin, simplement, ça demande l'effort d'apprendre. Donc aujourd'hui, ces outils sont disponibles, vous les connaissez. Moi, j'utilise les archives akashiques, j'utilise l'hypnose régressive, mais il y a également les soins énergétiques, le reiki, le chamanisme. Il y a des tas d'outils comme ça qui permettent d'apprendre à de plus en plus développer cette capacité. Et le fait que de plus en plus de personnes se connectent à ces mondes subtils, eh bien, on reçoit de plus en plus d'informations qui sont bénéfiques pour notre croissance spirituelle et notre croissance matérielle, de façon à organiser ce monde de façon plus équilibrée. Et c'est ainsi qu'on voit sur Internet de plus en plus de personnes qui partagent les informations qu'ils reçoivent eux-mêmes du divin. Donc c'est ce que je fais là aujourd'hui, je partage ces informations pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter, nous permettant d'avancer petit à petit sur notre chemin personnel. Donc il y a à la fois ces difficultés et ces prises de conscience. Cependant, là, on est vraiment dans l'entre-deux. On n'est pas encore dans la prise de conscience. Et la difficulté, nous disent les archives dans cette lecture, c'est qu'on a tendance majoritairement à croire que la cause de toutes ces difficultés provient des autres, qu'elle n'est pas due à soi individuellement, qu'elle provient de l'extérieur. La politique, les finances, les multinationales, le 1%, les labos pharmaceutiques, les plans occultes, en tout cas tout sauf nous. Oui, les archives nous disaient dans une précédente lecture qu'il existe des organisations, qu'elles soient nationales ou internationales, qu'elles soient industrielles, financières, sanitaires, religieuses, qui possèdent l'argent et qui possèdent donc le pouvoir. Cependant, on nous dit que ces organisations-là ont des intérêts qui sont les leurs. Or, les intérêts qui sont les leurs ne sont pas les mêmes que ceux de la majorité de la population. Or, pour satisfaire leurs intérêts, leurs besoins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont organiser, ils vont mettre en œuvre des politiques, des planifications, nous disait-on, qui correspondent à leurs intérêts. Du coup, pour mettre en œuvre leur planification, eh bien, ils vont fonctionner de façon occulte, c'est-à-dire qu'ils vont manipuler l'information de façon à ce qui nous permettra à nous de continuer à vivre tel qu'on le vit pour servir leurs intérêts. Mais ça aussi, de moins en moins caché. Les médias alternatifs nous donnent des tas d'informations qui sont documentées, et notamment documentées par les documents officiels qui nous permettent de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que l'on nous montre, ce que l'on nous dit de façon globale. Et si on cherche, c'est pas bien joli, ça c'est certain. Donc oui, ces autres sont responsables à leur mesure. Simplement, ce que nous disent les guides, c'est que pour que ces autres soient en capacité de mettre en œuvre leur plan, eh bien, c'est parce que nous, à titre individuel, on a accepté de leur déléguer le pouvoir de mettre en œuvre ces plans. Ça veut dire qu'en réalité, on a abandonné en grande partie notre libre arbitre, notre pouvoir de prendre des décisions en notre âme et conscience. Au lieu de ça, par facilité, on les laisse prendre des décisions pour nous. On les laisse nous dire que croire, comment croire. On les laisse nous apprendre ce qu'il faut apprendre. On les laisse nous expliquer ce qu'est le monde. On les laisse prendre en charge notre santé, etc., etc.
Bien sûr qu'il est tentant de laisser les autres faire à sa place. Beaucoup d'humains aujourd'hui préfèrent le moindre effort que d'aller apprendre l'histoire, la santé, la géographie, les sciences en général. Voilà, on n'a pas envie d'apprendre, ou peu de gens ont envie de faire l'effort d'apprendre pour comprendre comment s'insérer dans la société. Du coup, ben oui, ça nous arrange à tous que d'autres, eux, ont choisi d'apprendre et de prendre le pouvoir grâce à cela. L'argent et la connaissance, le savoir. Sauf que ce qu'on nous explique là-haut, c'est que ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, ceux qui sont les sachants aujourd'hui, alors je ne parle pas que des politiques, je parle en général, eh bien, ne sont pas forcément les adultes. C'est-à-dire qu'ils le sont d'un point de vue matériel, bien évidemment, mais du point de vue de leur spiritualité, ils ont la conscience qui n'est que celle d'un enfant. Ce qui fait que les décisions qu'ils ont prises ne sont pas raisonnables, elles ne sont pas cohérentes et elles ne sont pas pour le bien-être global. Sauf que, bien encore une fois, eh bien, on leur a donné le pouvoir de le faire. Les hommes politiques, qu'est-ce qui les élit? Ben, ce sont nous tous. On a tous élu ces hommes et femmes politiques qui sont là pour nous représenter. Et pourtant, on sait tous qu'ils sont capables de nous mentir, de se contredire, passer d'un parti politique à un autre au fil de leur carrière. Ben oui, mais on les élit quand même. L'autre difficulté que mettent en avant les archives ici dans cette lecture, c'est que face à tous ces bouleversements de la vision que l'on a de la vie, face au bouleversement de notre vie quotidienne, eh bien nous avons tendance à résister au changement, c'est-à-dire qu'on refuse d'évoluer. Il ne s'agit pas de révolutionner le monde, mais on refuse d'avancer, d'évoluer et de s'adapter. Effectivement, toutes ces énergies entre ce que je veux et ce que je ne veux pas, à titre individuel, entre ce que les uns veulent avancer vers un mieux-être et les autres ne veulent pas changer de mode de vie parce que ça les arrange, bah ça crée des tensions, et c'est ça qui surajoute au phénomène naturel qui est en train de se dérouler sur la Terre. On est en train de faire gonfler les difficultés parce qu'on résiste au changement. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à s'accrocher, nous disent-ils, à nos certitudes, et des certitudes, je sais combien on en a et à quel point nous y tenons. Sauf que ce que nous expliquent ici les archives, c'est que nos certitudes aujourd'hui sont bien trop limitées et elles sont bien trop erronées. Pourquoi? Parce qu'elles sont composées d'informations qui ne sont que partielles. Encore une fois, on a une vision partielle du monde, on a tendance à croire le monde que du point de vue de la matière, on oublie la spiritualité. On a tendance à voir le monde qu'au travers des yeux de ce qu'on nous a appris dans notre culture, donc essentiellement l'école et les médias, on oublie d'aller questionner le monde au-delà de ces apparences-là. Eh bien, face à ce qui se passe, par exemple, face à un licenciement, l'exemple de tout à l'heure, face à un licenciement, eh bien, on va résister. On va dire non, mais moi je veux pas être licencié, je veux pas perdre mon emploi, les patrons sont tous des etc. J'ai un exemple là autour de moi, c'est une personne qui n'a pas de difficulté mais qui me dit moi je suis malheureuse parce que je peux plus voyager alors qu'aujourd'hui mon bonheur c'était que ça, le voyage. Donc elle est anxieuse parce que ce mode de vie ne peut plus avoir lieu. Il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui sont pas contents parce qu'ils peuvent plus se retrouver le soir dans les bars parce que ceux-ci ont fermé. Il y a plein de petites choses comme ça de l'ordre de la résistance. Et c'est l'émotion dont il faut le plus se méfier, nous disent les archives, le plus se départir, c'est l'émotion de peur. Naturellement, la peur a sa place. Effectivement, quand il y a des phénomènes dangereux pour nous, eh bien, la peur nous permet de nous protéger. Sauf que ce qui se passe actuellement, eh bien, on pousse à son paroxysme la dialectique autour de la peur, en employant des termes tels que la guerre. Et on nous les rabâche dans un discours d'1h30, guerre, tel un mantra qui doit s'ancrer dans notre cerveau. Sauf que notre cerveau, quand il entend des discours qui sont portés sur cette dialectique-là, qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, il se met en retrait, il se met en protection ou alors en attaque. Ce qui fait qu'on est majoritairement dans un sentiment de peur qui va nous pousser à nous retirer, à entrer à l'intérieur de nous et à nous méfier de tout ce qu'il y a autour de nous. Inversement, il y a une partie de la population qui, elle, va être en attaque. Elle va être en attaque et elle va agir comment? Par la violence. Par la violence parce que c'est son moyen de défense et ce moyen de défense est naturel à la base. Sauf que là, il est sorti de son contexte, on est dans un système où il n'est plus nécessaire d'être dans la violence.
Sauf que, naturellement, avec des dialectiques comme celle-ci, on ne risque pas d'apaiser les esprits. Donc faites attention à ça. C'est des émotions qu'on nourrit intérieurement. Sauf que ces émotions, bien évidemment, elles ne sont pas positives. C'est de la colère, c'est de la haine, c'est de la tristesse, c'est de l'anxiété. C'est toutes ces émotions qui ne sont pas bonnes pour nous et pas bonnes pour le tout. Donc déjà individuellement, ça tourne à l'intérieur et ça fait dépression au niveau du plexus, ça fait des maux d'estomac, ça fait d'autres douleurs dans le corps. Donc c'est symptomatique des maladies psychosomatiques. Mais au-delà de ça, toutes ces émotions que l'on va grandir à l'intérieur de soi, elles vont impacter notre entourage. D'abord nos enfants, nos conjoints, nos amis, nos collègues, etc. Et ce qu'on nous dit, c'est que toutes ces énergies, toutes ces émotions, elles sont comme des énergies qui s'agglomèrent entre elles. C'est-à-dire que lorsque vous émettez, vous, cela individuellement, que le voisin fasse la même chose, etc., eh bien, au-dessus de nous, ça crée quoi? Des nuages d'énergie. Alors, au-dessus de notre tête, des égrégores de tristesse, des égrégores de colère, des égrégores de... On en a également de plus en plus, m'a-t-on montré lors d'une séance d'hypnose, autour de nous. C'est que non seulement elles sont là autour, mais en plus elles montent et elles sont en train d'entourer nos ciels. Donc, on est complètement submergé par ces émotions négatives. Heureusement, il y a quand même des lumières, il y a quand même des lumières qui font des trous là, d'énergie positive au travers de ces nuages. Donc c'est émettre des belles émotions de joie, d'amour, de partage qui dissout ces énergies négatives. Évitez de surenchérir à l'intérieur de vous par des réflexions comme ça, comme des mantras qui se répètent relatives à la peur, eh bien d'aller vers cette énergie qui va nous nourrir tous. Et comme je le disais tout à l'heure, sont des nuages autour de nous, on entraîne ce cercle vicieux. On nourrit ces égrégores qui vont nous nourrir, on nourrit ces égrégores qui vont nous nourrir, et à un moment donné, l'égrégore est tellement gros qu'il va nous surpasser, il va nous envahir, et là, c'est plus compliqué de faire la lumière. Donc méfiez-vous des médias, notamment en ce moment, lorsqu'ils utilisent ce type de discours. Heureusement, c'est pas tout le temps, on est en train de voir un peu plus actuellement, ça c'est sympa, un discours qui est plus de l'ordre du partage, de la bienveillance, de la collectivité. Le discours ambiant est en train de changer, mais il faut rester sur ses gardes à ce niveau-là, ne pas se laisser embarquer. Quand on est dans un discours qui est trop anxiogène et que du coup on le vit mal, la solution c'est tout simplement éteindre la télé, éteindre la radio, fermer les journaux. Faites-le le temps que vous avez besoin, prenez le recul et allez vivre tout simplement. Et vous verrez qu'autour de vous, ça ne se passe pas si mal que ça pour la majorité d'entre nous. Autour de nous, il n'y a pas nécessairement des décès, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr, on a nos proches qui s'en vont et ça c'est naturel. Ils s'en vont un peu plus vite aujourd'hui parce que aussi c'est naturel. On nous dit qu'ils ont souhaité quitter la planète plus tôt parce qu'ils n'avaient pas envie de vivre ce qui se passe actuellement. Alors que nous, peut-être qu'on a vraiment voulu au contraire les vivre. Donc on y est. Simplement, on n'a pas autour de soi nécessairement toujours un tremblement de terre, une inondation, un incendie. Tous ces événements nous touchent collectivement, mais ils ne nous touchent pas tous individuellement. Donc, faire la part des choses entre conscience et compassion, il se passe ça dans le monde et on n'a pas envie qu'il se passe ça, et entre ce qui se passe pour nous individuellement et autour de nous pour notre entourage. Autour de nous, pour la majorité d'entre nous, ça va pas si mal que ça. N'oubliez pas, quand on faisait la comparaison tout à l'heure avec les pays du Sud, les pays pauvres, et nous ici en Occident, tout est relatif. Ce qu'on est en train de vivre finalement, à la mesure de l'Afrique, c'est relatif. Donc essayons de prendre ce recul pour ne pas se laisser entraîner par ce phénomène de la peur. L'attitude la plus juste serait plutôt de nous laisser porter par le changement. Parce que c'est plus confortable, tel un bateau, de se laisser naviguer, de se laisser emporter par le courant, que d'être là dans la tourmente, dans les tourbillons du fleuve et se faire submerger. Se laisser porter est bien plus confortable, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de changer, accepter de lâcher ce qui ne peut pas être retenu et accepter d'aller vers autre chose, même si ça nous fait peur, même si on ne sait pas de quoi est fait cette autre chose. Même si on n'a pas cette vision à moyen ou à long terme aujourd'hui, eh bien c'est quand même rester confiant
que de toute façon la vie ne nous lâche pas. La vie, elle a mis ce beau plan parce qu'elle va nous amener vers quelque chose de bien plus équilibré, donc de bien plus merveilleux. C'est en ayant cette confiance-là qu'on va pouvoir avancer plus en paix sur ce chemin tortueux. Parce que oui, ces difficultés, elles sont là et elles sont bien là et elles vont s'accentuer. Simplement, ce que l'on peut faire à titre individuel, nous disent les archives, c'est apprendre à traverser paisiblement toutes ces difficultés au lieu d'être noyé dans ces difficultés. C'est cela, avancer sans résister. Il ne s'agit pas évidemment de faire une révolution, il ne s'agit pas de tout balancer, de tout casser et de demander un total changement de nos structures. Il s'agit, selon eux, d'avancer individuellement vers une acceptation de ce qui est pour aller changer en soi-même, dans son mode de vie individuel, ce qui est nécessaire à nous permettre de vivre plus en paix dans notre vie quotidienne. Effectivement, il nous explique que ça commence par soi, par soi-même. Parce que c'est en changeant soi-même qu'on va permettre à la société dans sa globalité de changer elle aussi. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui fera que le tout va changer. Donc ça nécessite de quoi? D'avancer, de ne pas rester coincé là où on en est. C'est d'accepter nos difficultés et de les traverser pour aller vers un mieux-être. Simplement, ça ne veut pas dire accepter d'être dans la passivité. Absolument pas, parce que l'action, le mouvement, on le disait, fait partie d'une des lois fondamentales de l'univers. Donc comment faire la distinction entre action et inaction? Eh bien, les archives nous expliquent qu'il est important d'abord de prendre le recul, d'observer la situation, de la comprendre. Et quand on l'a compris, à ce moment-là, on se pose la question de savoir, est-ce que on a une emprise quelconque sur cette situation? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, soi-même, on a une possibilité d'agir pour modifier cette situation? Si c'est le cas, eh bien oui, on avance. Et on avance sans faire semblant. On met tout en œuvre pour avancer sur le chemin qu'on estime être le bon pour soi. Si, eh bien ça dépend de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on n'a aucune main mise dessus, qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas agir dessus. Eh bien il s'agit là, à ce moment-là, d'être dans l'inaction, mais une inaction qui est de la forme de la résilience, c'est-à-dire de l'acceptation de ce qui est comme ne pouvant être modifié. Et donc on apprend à la traverser, cette situation difficile, de façon de plus en plus paisible. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas la modifier, c'est qu'elle nous est apportée par le destin, par notre destinée, que c'est donc là pour nous apporter quelque chose de merveilleux, mais dont on n'a pas encore confiance. C'est donc être dans la résilience et dans la confiance qu'effectivement derrière, il y a quelque chose de merveilleux qui se prépare, même si on ne le sait pas encore. Donc, qu'est-ce que nous disent globalement ici, dans cette lecture, les archives? C'est qu'une fois qu'on a compris le beau plan divin qui se présente à nous, même s'il ne va pas être facile à traverser, ça c'est une évidence pour tout le monde, n'empêche qu'on peut apprendre à le traverser de plus en plus paisiblement, pour que ça ne nous impacte pas trop fortement. Ça veut dire qu'on va apprendre, en comprenant tout ce qui se passe, à relativiser les événements, à les traverser plus paisiblement, de façon à ce que les émotions qu'on vivra, parce qu'on en vivra de toute évidence vu les difficultés qui se trament, eh bien on en vivra quand même. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous permettre de les vivre de façon moins forte. Et ça va nous permettre aussi de les vivre moins longtemps. Ce qui fait que ces émotions seront moins impactantes dans notre vie quotidienne et donc beaucoup plus faciles à intégrer. Et la deuxième chose qui est fondamentale, les archives nous disent, c'est qu'il est important aujourd'hui pour traverser ces événements, c'est d'absolument retrouver son libre arbitre. Parce que tout ce qui se passe a pour objet de nous montrer à quel point on l'a perdu, ce libre arbitre, à quel point on a délégué à autrui notre liberté d'être, notre liberté de penser, de dire, de choisir. Donc aujourd'hui, on sape nos libertés, vous l'avez vu dans la vie quotidienne, de plus en plus. Obligation de porter le masque, interdiction de sortir, interdiction de travailler pour certains emplois, interdiction de se rencontrer, interdiction, interdiction, interdiction. Cette mise en lumière des interdictions a pour objet de nous montrer à quel point
nous-mêmes ne sommes pas libres. Et c'est vraiment là qu'il est important d'ouvrir les yeux. C'est de retrouver aujourd'hui sa pleine liberté. Liberté de penser ce qui résonne juste en soi, liberté de dire ce qui résonne juste en soi, liberté de croire ce qui résonne juste en soi, liberté d'organiser sa vie telle qu'on le veut vraiment. Mais pour faire tout cela, nous disent les archives, eh bien, il faut être en capacité effectivement non seulement de comprendre le plan global tel qu'on vient de le présenter, mais aussi d'aller se questionner encore plus loin, parce qu'on n'a pas été exhaustif, donc c'est vraiment à soi-même d'aller faire l'effort de comprendre encore mieux la situation telle qu'elle se déroule. Faire l'effort, ça demande de s'informer autrement. Non seulement, comme tous les soirs devant le journal avec ce qui nous est dit dans les chaînes habituelles, mais également d'aller voir ailleurs, aller rechercher d'autres sources d'informations. Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, le net regorge de sources d'informations diverses qui permettent de se forger sa propre opinion. Et du coup, ça permet d'avoir des connaissances complémentaires qui vont nous donner une vision plus large de ce qu'est la vie. Ensuite, c'est également apprendre à connaître qui l'on est soi-même. Vraiment soi-même individuellement. On croit souvent à tort qu'on sait qui on est. Sauf que, comme nous disaient les archives, on est purement le produit de notre culture. On est le produit de l'éducation que l'on a reçue essentiellement de 0 à environ 6 ans, l'âge de raison, 6-8 ans. On est essentiellement le produit de ce que l'école a fait ou a dit de nous. Et on est essentiellement le produit de ce que la culture médiatique a fait de nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est important de vraiment retrouver sa vraie personnalité. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on est tous en train de porter des masques. On nous oblige à porter des masques. Ça veut dire quoi d'un point de vue symbolique, d'un point de vue spirituel? Eh bien, le masque, c'est quelque chose qui nous cache. Ça veut dire que dans nos vies, tous, individuellement, on est déjà en train de se cacher. Le masque est là pour nous montrer à quel point on se cache tous individuellement. On se cache parce qu'on est derrière cette apparence sociale. Cette apparence sociale qu'on croit être la nôtre parce qu'on s'est laissé éduquer. Simplement, dans cette éducation, on a oublié de nous apprendre à être vraiment soi-même, à savoir qui l'on est soi-même. Quels sont ses talents véritables? Quels sont ses défauts véritables? Apprendre à connaître ce que l'on veut, indépendamment de ce que les profs voulaient de nous, de ce que nos parents voulaient qu'on soit. Apprendre à savoir ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est plus facile de savoir ce qu'on n'aime pas, mais on a beaucoup plus de mal à savoir ce que l'on veut dans la vie. On n'a pas appris à véritablement se questionner, analyser, débattre, contredire pour aller chercher, faire émerger en soi sa propre vérité, au lieu de prendre pour acquis la vérité qu'on nous a inculquée. Donc ça passe par quoi? Retrouver ce libre arbitre, retrouver la connaissance de qui l'on est. Eh bien ça passe par lâcher nos certitudes, nous disent-ils. On a bien trop encore majoritairement la certitude que tout ce qu'on nous a appris est vrai, que tout ce qu'on a dit de soi est vrai. Et du coup, on a tendance tous à se conformer à ce modèle-là, ce qui fait qu'on est arrivé à cette situation collective et individuelle. On nous dit également qu'il est important de changer de point de vue. Changer de point de vue, c'est analyser les événements de notre vie de différents niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous majoritairement en train d'analyser les événements du point de vue purement basique et du point de vue premier et du point de vue matériel. Ce que nous disent les archives, c'est qu'il est important aujourd'hui d'être en capacité d'élever son point de vue, c'est-à-dire de regarder de plus haut. Regarder de plus haut, c'est non seulement regarder l'événement tel qu'il se passe là dans la vie matérielle, le constater, le comprendre. Par exemple, un licenciement. Bon, je viens d'être licencié, constater qu'effectivement je suis licencié. Est-ce que je peux agir ou est-ce que je ne peux pas agir? Est-ce que je veux cet emploi ou est-ce que je ne le veux pas? Est-ce que j'y étais heureux ou est-ce que je n'étais pas heureux? Maintenant, ça c'est la première analyse. Ensuite, l'analyse, le point de vue supérieur, c'est quoi? C'est se demander, est-ce que finalement je ne serais pas heureux si je faisais autre chose? Quelle était mon aspiration la plus profonde?
C'est vrai que depuis que je suis petite, moi je suis passionnée par un tel autre métier. Sauf que mes parents m'ont dit que c'était pas trop sérieux comme métier, ou alors mes parents avaient envie que j'avais un métier qui paye plus, ou la société m'a dit oh, bah, c'est mieux d'être notaire que d'être artiste, etc. Donc la vie a fait que nos parents, l'école, la société, qu'on devienne bien autre chose que ce qu'on aimait vraiment. Sauf que regarder de ce point de vue, c'est se reconnecter à son âme d'enfant et se rappeler, se souvenir de quoi on est, qu'est-ce qu'on aime vraiment. Alors parfois c'est des passions qu'on a depuis l'enfance et des fois c'est des passions qui sont nées à l'âge adulte. Simplement c'est essayer de retrouver qu'est-ce qu'on veut vraiment de sa vie professionnelle, qu'est-ce qu'on veut en faire. Regarder d'un point de vue ensuite encore supérieur. C'est se dire, bon ben, j'ai été licenciée. Le monde spirituel nous dit, derrière un mal, il y a toujours un bien. Quand il nous arrive quelque chose, il y a un sens. Quel est ce sens, en l'occurrence, dans cet événement difficile qu'est le licenciement que je vis? Eh bien, lorsqu'on va s'interroger, lorsqu'on va chercher à comprendre quel est le message de son âme, soit soi-même en s'interrogeant dans la méditation, dans son élévation de conscience, soit par les outils qui sont à disposition aujourd'hui de façon largement ouverte, l'hypnose, les lectures d'archives, la médiumnité, le chamanisme et j'en passe. Aller chercher soit soi-même, soit avec l'aide des autres qui ont cette capacité, quel est le message pour nous dans cette perte d'emploi. Et quand on fait ça, eh bien, on a un point de vue encore plus élevé, on comprend que, eh bien finalement, notre chemin de vie, c'était pas d'être dans ce métier-là, mais c'était plutôt de faire bien autre chose. Par exemple, c'était pas d'être informaticien, mais de travailler avec les enfants. Et là, on se dit, bah ouais, finalement, j'ai perdu mon emploi, finalement, c'est pas ce que j'aimais, moi, ce que j'aimais, c'est bien autre chose. Et du point de vue spirituel, bah, je comprends qu'effectivement, c'est pas du tout la mission que je voulais faire. Donc oui, effectivement, cet emploi, c'est très bien que je le perde. Et si on regarde à un niveau encore plus élevé, eh bien, on peut regarder le niveau supérieur collectif. C'est-à-dire que là, on a vu individuel, mais quand on regarde au niveau supérieur collectif, eh bien, on peut se rendre compte de l'intérêt qu'avait pour nous de perdre cet emploi parce que en allant se reconnecter à un métier d'aide, d'accompagnement des enfants, on participe au plan global. On participe à l'émergence d'une nouvelle conscience au travers de l'éducation des enfants. Vous voyez, tout s'imbrique, c'est comme des poupées russes qu'on peut soulever et petit à petit on voit quel est l'objectif de ce que l'on est en train de vivre dans la vie actuelle, même si au départ ça nous paraît une difficulté, eh bien on finit par comprendre que derrière il y a quelque chose de beau. Donc pour vraiment être dans ce travail personnel, ça nécessite finalement une grosse introspection. L'introspection, c'est aller chercher au fond de soi ce qu'il y a à savoir sur soi, c'est apprendre à mieux se connaître pour mieux gérer, créer, organiser sa vie telle qu'on le veut vraiment. Simplement, effectivement, des efforts, c'est pas évident tous les jours. C'est ça qui fait qu'on a délégué à d'autres le pouvoir d'organiser pour nous le mode de vie. Simplement, en faisant ça, on a perdu son chemin personnel. On est allé vers un chemin qui n'est pas le nôtre. Et donc, ce chemin qui n'est pas le nôtre, il n'est jamais bon pour soi-même. Le Covid, encore une fois, a mis quoi en évidence? C'est bien un confinement. Ce confinement, ça a fait quoi? Ça nous a donné du temps. Ce temps-là, dans notre société dans laquelle on est toujours en train de courir, on ne l'avait plus. On ne l'avait pas, ce qui ne nous permettait pas de nous poser et de réfléchir à autre chose, à comment réorganiser notre vie. Dans cette urgence, on apparaît au plus urgent. Sauf que ce confinement nous a donné ce temps qu'on n'avait plus, dans l'objectif qu'on aille enfin s'interroger, pour enfin réorganiser notre vie au mieux. Faire une formation, déménager vers la campagne, être plus proche de ses proches, partager plus, voir l'importance de certains métiers au détriment d'autres, voir les limites de notre organisation sanitaire, voir à quel point on était aussi créatif, à quel point on pouvait être capable d'inventer, de rebondir face à la nouveauté. Ça nous a montré beaucoup de choses. Et en soi, nous disaient les archives, ce confinement, c'est un vrai cadeau que l'univers nous offre. Il nous offre du temps pour enfin s'interroger soi-même.
Et pour être du coup dans cette capacité de mettre en œuvre son libre arbitre, son pouvoir créateur, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est fondamental dans ce qui fait notre conscience. Non seulement on a un pouvoir, un libre arbitre, mais on a également un pouvoir créateur qui est énorme. On est dans la capacité de faire beaucoup. On est tous dans la capacité de faire de notre vie ce que l'on veut vraiment, et on est tous dans la capacité de traverser ces événements pour créer quelque chose de meilleur. Simplement, ce que nous disent les archives, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça demande une qualité supplémentaire, c'est la patience. On est amené à vivre ces moments difficiles encore un certain nombre de temps, certainement un certain nombre d'années. Ça, les archives ne me disent pas combien de temps ça va durer, à quel point ça va être difficile. On sait que ça va se durcir, on sait que ça va durer un peu, combien de temps, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ça dépendra énormément de la façon dont nous, individuellement, on va changer et évoluer vers quelque chose de mieux. Quelque chose où on sera plus en accord avec soi-même et donc plus en accord avec tous les autres. On m'explique qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que la majorité de la planète s'éveille à cette nouvelle conscience et crée un mode de vie équilibré. Il s'agit simplement d'atteindre un seuil qui va faire que si un certain nombre de personnes s'éveillent à cette nouvelle conscience et organisent sa vie de la façon la plus juste, la plus équilibrée qui soit pour elle-même, eh bien elle va être un modèle, elle va être un exemple pour les autres. Déjà pour son entourage, et petit à petit elle a un cercle vertueux, ça va toucher de plus en plus de monde. Son entourage va toucher son propre entourage, et c'est ainsi que le collectif est embarqué dans ce cercle vertueux. C'est donc vraiment ainsi qu'on va réussir à faire en sorte que petit à petit, alors que ça part d'une minorité, ça va impacter une majorité. Et petit à petit, effectivement, de plus en plus de gens vont réorganiser leur mode de vie tel que d'autres leur ont montré. Parce que finalement, on aura l'exemple que oui, ça marche, que oui, c'est possible. Et si c'est possible pour les autres, c'est possible pour soi, parce qu'on est tous les mêmes. On a tous cette conscience divine, on a tous ce pouvoir en nous, même si pour l'instant, on n'a pas tous éveillé cette conscience en soi à la même vitesse. Mais en tout cas, le potentiel est véritablement là en chacun de soi. Soyons patients, nous disent les archives, ça se fera chacun à son rythme. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas à se comparer avec qui que ce soit. Il y a juste à commencer soi-même le chemin d'évolution. Commencer cette introspection pour savoir ce que l'on veut vraiment, s'interroger sur le monde dans lequel on vit pour plus qu'il nous influence négativement, mais qu'on conserve bien son libre arbitre pour prendre les décisions les plus justes pour soi, et ainsi on sera en capacité de créer un monde meilleur. Et de toute façon, nous disent les archives, en réalité il n'y a pas d'urgence. Chacun son rythme, chacun prenant son temps. Pourquoi ? Parce que finalement, notre âme étant immortelle, elle a le temps de faire ce travail. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la vie suivante. Et si ce n'est pas dans la vie suivante, elle continuera à l'avancer dans la vie d'après. Le travail se fait petit à petit et à la vitesse dont on est véritablement capable chacun. Et même si au pire on arrivait à des catastrophes naturelles qui amèneraient la planète à se détruire, comme je vous le disais tout à l'heure, de toute façon, la conscience de la planète Terre, elle est déjà à un niveau supérieur. Elle est déjà protégée. Ce qui fait que de toute façon, elle est existante. La planète Terre existe. Reste à nous ensuite de savoir où est-ce qu'on va se réincarner. Que ce soit sur la Terre, ici ou ailleurs, bon ben soit. On ira là où le destin nous amènera et là où on aura bien voulu aller. Simplement, on n'a pas envie que la Terre se détruise, rappelez-vous. Donc, allez-y doucement, allez-y à votre rythme, mais allez-y quand même. Voilà les amis, ce que les archives ont voulu nous dire et ce que j'ai voulu compléter aujourd'hui pour vous permettre de vraiment comprendre quelle est cette période que nous vivons. Je vous ai donné beaucoup d'informations, beaucoup de détails, j'espère que ça ne vous a pas trop perdu. C'est pour ça que je vais résumer maintenant quelles sont les idées essentielles qu'ont voulu nous apporter les archives, pour nous permettre vraiment de traverser cette période le plus confortablement possible malgré les difficultés. Donc les archives nous ont dit qu'on était dans une période de grands changements et que même si d'un point de vue matériel terrestre, mais c'est pas facile pour la majorité d'entre nous, parce que même si nous ne vivons pas individuellement les difficultés qui se présentent à nous,
ces catastrophes, ces décès, ces crises, eh bien n'empêche qu'on est tous impactés parce qu'on vit en même temps que la collectivité ces événements. C'est-à-dire que c'est d'un point de vue surtout émotionnel que chacun de nous allons être impactés. Le fait est que lorsqu'on est dans ces émotions qui vont être suscitées par ces difficultés, la peur essentiellement, la colère, la tristesse, l'anxiété, eh bien on va participer à l'augmentation des difficultés parce que c'est une énergie collective qui va nous impacter tel un cercle vicieux. Et ce que nous disent les archives au contraire, c'est que l'attitude la plus bénéfique, c'est au contraire d'accompagner ce changement en tentant de comprendre le plus possible quelle est la situation actuelle. Ça passe par comprendre qu'effectivement le plan global, c'est de nous ouvrir les yeux en nous montrant vraiment quelles sont les difficultés. Pour vraiment les voir, ces difficultés, on a malheureusement besoin de les vivre concrètement. Parce que sans ça, c'est ce qui nous est arrivé pendant des siècles jusque-là, on a du mal à ouvrir les yeux parce qu'on se contente de ce qu'on a. Donc aujourd'hui, la beauté, c'est que le plan divin a décidé de nous ouvrir les yeux et de nous offrir cette occasion de tendre vers autre chose. Cette autre chose, c'est un changement. La Terre a déjà opéré son changement de dimension. Elle est déjà dans un mode d'organisation qui est beaucoup plus paisible, beaucoup plus juste, et donc beaucoup plus merveilleux. Reste à nous, les humains qui sommes incarnés sur Terre et donc les autres consciences qui nous accompagnent, d'effectuer également ce changement pour qu'à notre tour on puisse vivre de façon plus paisible, de façon plus égalitaire, de façon plus joyeuse et donc de façon plus belle. Simplement, pour accompagner ce changement, eh bien, ça nécessite de changer intérieurement. Ça nécessite de changer intérieurement, c'est quoi ? C'est d'apprendre à traverser les événements de façon plus paisible en comprenant ce qui se trame. Comprendre que finalement, ce qui se trame, bien que difficile à vivre, ça c'est certain, eh bien, nous amène vers quelque chose de beaucoup plus beau. En soi, c'est rassurant. Si on arrive à retrouver cette confiance du lendemain, de jours meilleurs, eh bien, on va être en capacité d'accepter petit à petit, de vivre ces événements pour s'adapter de mieux en mieux. Simplement, pour pouvoir s'adapter de mieux en mieux et retrouver cette paix intérieure, il faut également retrouver une seconde chose, c'est sa liberté. Le libre arbitre qu'on a massivement perdu aujourd'hui. Retrouver sa liberté, ça passe par comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qui se passe au niveau de la société déjà. Quelle est la société? Quelle est cette organisation dans laquelle on est, mais que jusque-là, on ne comprenait pas? Comprendre ce qu'elle est derrière les apparences, c'est permettre de ne plus être dépendant de cet extérieur. C'est se permettre de ne plus être mené par le bout du nez. C'est donc ne plus être manipulé par l'extérieur. Lorsqu'on retrouve donc cette liberté d'agir en son âme et conscience, on va du coup pouvoir agir de la façon la plus juste qui soit pour soi. Ça passe donc dans un deuxième temps, apaisement, libre arbitre, d'organiser véritablement par des actes une vie telle qu'on le veut vraiment. Il faut donc se questionner, retrouver qui l'on est vraiment, parce qu'on a du mal à savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que oui, on n'aime pas son boulot, mais on est capable de rester dans son boulot. On n'aime pas son époux et pourtant on est capable de rester avec lui ad vitam aeternam, etc. Retrouver sa liberté d'action, c'est réorganiser ce qui a besoin de l'aide qui ne nous rend pas heureux. Au début des petites choses, et puis ensuite de grandes choses. Et petit à petit, eh bien, on va se rendre compte qu'en étant sur son chemin de vie, en faisant ce que l'on veut vraiment, ce que l'on aime vraiment, eh bien, on est de plus en plus heureux. Et c'est ainsi de suite, un cercle vertueux qui va se mettre en place parce que les autres, ayant fait la même chose, la société dans sa globalité va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus beau. Soyons confiants que dans l'humain, il n'y a que du bon dans le sens où on cherche qu'à satisfaire ses besoins. Et là, on est en train de tendre vers une compréhension qu'il est important de satisfaire les besoins collectifs et non plus simplement des besoins individuels. Et c'est ce vers quoi, indéniablement, nous disent les archives, longtemps.
Parce que d'autres planètes l'ont expérimenté, on l'expérimente aussi, et c'est juste comme ça. Voilà les amis, j'espère qu'au moins cette vidéo vous... Voilà les amis, donc ce que voulaient nous dire les archives. J'espère que ça va vous aider à avancer sur votre chemin plus en confiance, même si évidemment ça ne va pas révolutionner votre vie, mais j'espère que l'évolution va se faire petit à petit avec ce que je vous ai dit, avec ce que vous apprendrez ailleurs, ce que vous apprendrez de vous, ce que vous apprendrez de la collectivité, ce que vous apprendrez de l'univers. Bon chemin à vous, que ce chemin soit lumineux. Bye bye.